Rebonsoir, c'est donc officiel. Ousmane Sonko sera auditionné par une commission d'enquête parlementaire. Le leader de PASTEF aura 6 mois pour apporter des preuves de ses allégations dans le dossier relatif au titre foncier 1451R. Face à la presse, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar tient à préciser le rôle de cette commission qui, selon lui, est d'éclairer les Sénégalais sur cette affaire de détournement des propos rejetés par le groupe parlementaire Liberté et Démocratie, qui y voit un acharnement contre la personne d'Ousmane Sonko. Reportage à l'hémicycle avec Fatimata Touré. Le scandale supposé de 94 milliards francs CFA dans le dossier du titre foncier 1451R est loin de connaître son épilogue. Pour tirer cette affaire au clair, une commission d'enquête parlementaire vient d'être installée. Reconnaissez avec moi que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale qu'un député dit détenir des preuves portant sur un détournement de 94 milliards, n'est-ce pas, et accuse un haut fonctionnaire de l'État. C'est la première fois que ça se passe au Sénégal. C'est extrêmement important. Ce député est des nôtres. Donc nous avons besoin, dans le cadre de l'hémicycle, de constituer cette commission d'enquête justement pour pouvoir recueillir les informations qu'il détient par devers lui. L'Assemblée nationale est bien dans son rôle. Maître Djibril War déclare que tous les dossiers qui concernent les deniers publics doivent être soumis à l'Assemblée nationale. Toute personne, la société civile, homme politique qui aurait plus ou moins tenu des propos ou bien aurait eu connaissance d'une affaire de détournement au préjudice de l'État, mais la bienvenue avec tous les risques et périls quand même. Le groupe parlementaire Liberté et Démocratie, pour sa part, estime que cette commission n'a pas sa raison d'être. Et réellement, moi, en âme et conscience, on s'est dit que les priorités sont ailleurs. On pouvait parler de ArcelorMittal, on pouvait parler de Big Togo qui constitue leur plus grande peur en quelque sorte. Et aussi, il ne faut jamais oublier l'affaire de Jack Gates. En quelque sorte, si aujourd'hui ils ont décidé à la va-vite en plus de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire, c'est parce que la personne qu'ils veulent incriminer, et vous l'avez constaté, tout au long du débat, ils ont voulu faire le procès d'une personne. C'est dans la controverse que le projet est adopté. L'opposition dénonce la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire en pleine campagne électorale. Une commission qui sera composée de 9 membres, dont 7 de la majorité, 1 de l'opposition, mais aussi 1 non inscrit. Et puis, suite à ces propos incendiaires incitant au sabotage de l'élection présidentielle, 10 membres de la société civile rencontrent le secrétaire général national du PDS, Maître Abdoulaye Wade. Pendant plus de 3 heures, il était question de convaincre l'ex-président de revenir sur sa décision. La société civile compte également rencontrer dans la foulée le président Macky Sall pour lui faire part des préoccupations recueillies. Nous écoutons à ce propos Moundiaye Cissé, porte-parole du jour des membres de la société civile, au micro de Bipa Sissoko. Président Wade, compte tenu du rôle qu'il a toujours joué dans la consolidation de la démocratie dans ce pays, et donc de ce point de vue, après ces déclarations, il nous fallait venir le voir, l'entendre, et ça a été une occasion pour lui de préciser et de repréciser encore une fois ses positions, et nous avons rencontré un homme disponible et disposé au dialogue, disposé à aller dans le sens de tout ce qui peut contribuer à l'apaisement du processus électoral. Ce qu'on peut retenir, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'on a discuté, il est prêt à, si toutes les conditions sont réunies, à aller encourager des élections apaisées. Et c'était ça l'objet de notre rencontre. Avant lui, nous avons rencontré d'autres parties prenantes et nous allons rencontrer dans les jours qui viennent aussi d'autres parties prenantes. Pour le moment, c'est ce qu'on peut dire, et dans les jours à venir, nous allons aviser quand nous aurons fini de rencontrer le reste des parties prenantes à ce processus électoral. Allez, parlons à présent de cette opération menée conjointement par les gardes du parc de Djoudj et la gendarmerie ayant permis d'arrêter 2 braconniers. Ces malfaiteurs s'introduisaient dans le parc pour chasser les pélicans. Après les avoir appréhendés, le commandant Malaguey a invité les autorités à renforcer la sécurité autour du parc. Nous l'écoutons au micro de Seynou Diop. Quand on a été sur les lieux, on a aperçu 10 individus. Maintenant, l'importance à ce niveau, c'est de signaler que sur ce même endroit où on avait observé la semaine passée des pélicans tués,
n'est-ce pas, par des individus, c'est sur cet même endroit qu'on a observé, n'est-ce pas, ces mêmes individus. Donc c'est ce qui a fait que les agents ont utilisé le terrain pour pouvoir les appréhender. Mais compte tenu de la difficulté, ou bien des difficultés rencontrées, n'est-ce pas, sur le terrain, on ne pouvait pas progresser, n'est-ce pas, facilement. C'est ce qui a fait que 2 individus seulement ont été appréhendés et les autres ont pris la fuite. Les autorités également, nous sollicitons une attention sur le parc national des oiseaux du parce que nous manquons quand même de moyens adaptés pour pouvoir faire correctement le travail. Parmi ces moyens-là, on peut citer, n'est-ce pas, des moyens, n'est-ce pas, nautiques, navals. Et puis retour sur ce décès malheureux de 9 pêcheurs en mer le mois dernier. Le ministre de la Pêche, Omar Gueye, qui rendait visite aux familles éplorées, en a profité pour leur remettre une enveloppe. Omar Gueye estime que l'État va prendre de nouvelles dispositions pour faciliter désormais les recherches en mer. Nous l'écoutons au micro de Abdourahmane Diallo. Pour réitérer un appel pressant pour que les questions de sécurité soient prises en compte dans leur comportement de tous les jours. Avant d'aller en mer, partir donc et vérifier l'existence du gilet et l'amener et le porter pour chaque pêcheur. Mais également d'autres dispositions également sont en train d'être mises en œuvre actuellement qu'on appelle la géolocalisation. Et nous avons mis en service 200 kits de géolocalisation sur 200 pirogues pour que chaque pirogue puisse en disposer. Cela permettra, en cas de danger en mer et de situation, de pouvoir, comme son nom l'indique, géolocaliser la pirogue. Mais également, nous avons aujourd'hui, sur le plan organisationnel, incité à ce que les pêcheurs puissent avoir des registres au niveau des quais. Aussi bien au niveau du quai, les services déconcentrés, tout le monde saura que bon, tel équipage est parti mais doit revenir. Si le jour J est à l'heure indiquée, l'équipage ne revient pas, les alertes sont lancées. Et puis de Saint-Louis, nous fonçons à Sédhiou cette fois-ci pour parler de feux de brousse qui ont envahi le village de Dandone, situé dans la commune de Sansamba. Plusieurs kilomètres de terre brûlée, des hectares et des hectares de vergers d'anacardier partis en fumée. Bakary Conté, image signée Khalidiame pour la correspondance. On fait des ravages dans le village de Dandone. Plusieurs hectares de vergers d'anacardier sont touchés par le feu. Vers les environs de 16 heures, on a senti vers nos vergers une fumée noire. Bon, la population est courue vers les vergers. On a trouvé que déjà le feu a pris nos vergers. Nous, chaque famille a un grand verger de 5 à 6 hectares par famille. Mais on a constaté que vraiment le feu a pris tous nos vergers, nos anacardiers qui subissent à la nourrisson du village est parti en feu. Chaque verger et chaque famille peut gagner au minimum 3 millions par année. Minimum 3 millions par année parce que les vergers ne sont pas égaux. Il y a des vergers de 5 hectares, de 3 ou bien de 7 hectares. Des moutons et chèvres complètement calcinés par le feu. Les autres dégâts, c'est nos moutons, les animaux. Nos moutons vraiment ont été incendiés. Il y a beaucoup de moutons, on ne peut pas en calculer le nombre. Ces populations déplorent l'absence du service des eaux et forêts dans la zone. Nous interpellons surtout l'État du Sénégal. Nous, on n'a pas senti la présence des eaux et forêts dans la zone. La zone était devenue une forêt dense. Mais aujourd'hui, quand vous voyez, la zone est devenue un désert. On a coupé nos rogniers, on a coupé nos arbres. Les plantations qui ont été faites ne sont pas suivies par les eaux et forêts. Le lac a fait maintenant 60 km. Li nga xamantene lak nañ suñu darakisay ak xari té wow na eaux et forêt ma wow sous-préfet ma wow suñu mairie ciep Elle ne sait plus à quel sens se vouer et demande l'aide du gouvernement. C'est de ça, n'est-ce pas, que vivent, n'est-ce pas, les familles, n'est-ce pas, dans ce village. Et donc tout a été consumé par le feu. Et donc si l'État ne vient pas en aide, n'est-ce pas, à ces populations, alors donc c'est la famille, n'est-ce pas, qui va sévir. Ces populations de Dandone situées dans la commune de Sansamba attendent avec impatience l'appui des autorités et sollicitent des formations pour une bonne gestion de leur verger.
Et certaines images ont peut-être choqué des âmes sensibles ce soir. Nous nous en excusons. Penda Mbow, honorée par l'ambassade de France, la ministre conseillère est désormais officier de la Légion d'honneur, une distinction qui, dit-elle, lui voit droit au cœur. Penda Mbow réitère son engagement à préserver la langue française au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie et à jouer son rôle dans le raffermissement des relations bilatérales entre la France et le Sénégal. Nous l'écoutons au micro d'Aïssatou Paye. Un moment de fierté, il faut admettre qu'il y a fort longtemps que je fus chasée dans mon fief, la langue française, et le centre culturel français de façon pérenne demeurera une de mes terres de prédilection. Notre histoire commune, notre mémoire partagée, pour paraphraser l'ancien directeur des archives, M. Mbaye, qui sait de quoi il parle, ne font que conforter notre destin commun. La langue française et l'école sont les meilleurs vecteurs, justement. Et je voudrais simplement dire, répéter l'adage dit, jamais 203. Aujourd'hui, je suis officier. Après avoir été chevalier, je reviendrai avec plaisir pour être cette fois-ci grand croix de la Légion d'honneur. Et toutes nos félicitations à Madame Penda Mbow. La construction en terre qui caractérise la région de Matam, magnifiée à travers un livre d'art présenté ce mercredi au niveau du musée des civilisations noires. Ce livre préfacé par l'écrivain Cheikh Hamidou Kane et le professeur Abdoulaye Iliman Kane met en exergue des travaux effectués par les élèves du collège d'architecture lors d'un voyage d'études dans cette région du Fouta. Les détails, c'est avec Aïssatou Paye qui a assisté à la présentation du livre. Imaginez-vous des habitations en terre en pleine ville. Architecture locale mariée à la modernité, une vie tout en ocre où le soleil darderait ses rayons et les pièces garderaient toute leur fraîcheur, possible avec les élèves architectes du Centre universitaire d'architecture de Dakar. Pour matérialiser cette vision, ils ont visité Matam, expérimenté des techniques locales, patrimoine à préserver, diront-ils. En feuilletant ce livre, l'on s'en rend compte. Un livre du nom de la région pour valoriser l'élémentaire. Regardez, les images valent 1000 mots dans Matam, construction en terre, patrimoine intemporel. En tant qu'architecte, on avait besoin de faire des études sur nos matériaux, de les valoriser, mais aussi de faire des constructions sur la terre. Ce livre nous permet aussi de savoir là où on vient, de pouvoir faire des œuvres, mais aussi d'essayer de réfléchir sur nos matériaux, les valoriser et les aimer aussi. Des matériaux naturels qui gardent toute leur valeur. Cet architecte vante leur qualité. La nature nous offre beaucoup de choses. Les bassaris construisent avec des pierres de latérite qu'ils trouvent sur place. Mes parents serrères construisent avec la paille qui est le résidu de la filière du mil. En Casamance, on trouve de la bonne terre à construction, on construit en terre. Donc il y a énormément de matériaux qu'on trouve naturellement qui, un, sont biodégradables, deux, sont efficaces du point de vue thermique, du point de vue de l'environnement, du confort intérieur des gens, ainsi de suite. Et donc, tous ces matériaux, il faut qu'on puisse, nous, les utiliser. Et il n'y a pas a priori de mauvais matériaux. Il faut simplement les utiliser comme il faut le faire. Il garde des souvenirs frais de son enfance dans son village natal. Il hume les senteurs des constructions en Bonco, un savoir-faire local à valoriser. Il y a un savoir-faire local qui est très ancien. Malheureusement, quand on n'a pas conscience de la valeur d'un patrimoine ou des matériaux, et surtout lorsqu'on vous fait croire que c'est un habitat de pauvres, c'est des images magnifiques qui montrent que la terre est belle et qu'elle recèle des couleurs qui permettent de faire les plus beaux bâtiments qu'on veut. Toutes ces belles images, un patrimoine architectural traditionnel à valoriser.
Et c'est sur ces belles images que nous refermons cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. Mais les programmes se poursuivent dans Soir de campagne. Tout de suite donc avec le journal de la campagne et peut-être Chérif Diop avant de partir. Non, même pas. Oui, bien sûr. Si. Allez. Rebonsoir Chérif. Avec plaisir. Merci beaucoup Sarah. Et rendez-vous demain pour le journal de 20h. Dans un instant, Chérif Dia va prendre votre place pour le journal de la campagne.